Il existe des séparations qui paraissent si anciennes que l'on finit par croire qu'elles ont toujours existé. Alors on cherche, on répare, on lutte. On espère retrouver ce qui semble avoir été perdu. Et si la séparation n'était pas une erreur? Et si depuis le commencement, elle portait déjà en elle le chemin du retour? Vous écoutez Mémoire. Avant de commencer, une seule intention m'habite: remonter jusqu'à l'origine. Remonter jusqu'à ce lieu invisible où quelque chose, un jour, s'est séparé. Alors le voyage commence. Je marche pieds nus sur un chemin de gravier gris. Chaque pas est douloureux. Les petites pierres aux angles saillants s'enfoncent sans pitié sous la plante de mes pieds et m'obligent à ralentir et à presque redouter le pas suivant. Mon regard reste fixé sur le sol et sur mes pieds, et je ne vois rien d'autre, comme si des œillères concentraient toute mon attention sur la douleur d'avancer. Quand enfin je relève les yeux, je constate que je me trouve dans un parc urbain, traversé par ce long chemin de gravier qui me vaut tant de souffrance et d'hésitation dans le déroulement de mon avancée. Devant moi, et toujours dans ce parc somme toute rudimentaire, je vois les vestiges d'anciennes constructions romaines. Il n'en subsiste presque rien. Quelques grosses pierres taillées, des murs effondrés, et l'encadrement d'une grande porte de pierre d'une couleur tirant sur le jaune. De fins câbles tendus empêchent quiconque de s'en approcher. Je poursuis mon chemin et je sors de l'enceinte du parc pour entrer plus précisément dans la ville. Un peu plus loin, un escalier assez étroit apparaît. Il ressemble à l'entrée souterraine d'un métro. Je le descends, marche après marche, lentement, intrigué par cet accès pour le moins surprenant. En bas, je me trouve face à une porte automatique dont les deux battants sont séparés par une épaisse bande de caoutchouc noir. Cette porte, qui ressemble à une porte de métro, ne fait que s'ouvrir et se refermer assez violemment, comme si elle refusait obstinément de me laisser entrer facilement. Je profite d'une brève ouverture et force le passage. De l'autre côté, l'obscurité. Une obscurité profonde et silencieuse. Seul le bruit régulier de gouttes d'eau qui tombent au sol résonne dans ce vide obscur qui s'ouvre à moi. Je formule alors intérieurement une demande tout en traversant cet espace sombre et humide. Et alors que cette intention est posée, une immense porte s'ouvre devant moi. Elle est monumentale. Je marque un arrêt pour l'observer, la contempler et me demander si ce que je vois n'est pas un jeu de mon esprit. Le portique est sculpté dans la pierre et représente une gigantesque tête de lion dont la gueule, grande ouverte, livre le passage vers l'espace qui contient les réponses à ma demande. Je m'avance lentement et pénètre dans la gueule du lion. À l'intérieur, une étrange lumière rouge éclaire l'espace. J'ai l'impression de pénétrer dans le cœur d'un volcan, ou peut-être plus précisément, au cœur même de la Terre. Devant moi s'étend un grand lac de magma en fusion. Sa surface en ébullition rougeoie et forme des bulles qui éclatent
en des sortes de projections qui viennent résonner dans un silence presque solennel. Un étroit chemin circulaire en fait le tour. Au-dessus de moi se dresse une voûte immense et sombre, dont les anfractuosités sont animées par les ombres et les lumières projetées par la lave en fusion juste en dessous. Je comprends que je suis entièrement enfermé dans cet espace souterrain. Ne voyant rien d'autre autour de moi, je demande à être mise en relation avec la forme de conscience la plus à même de répondre à ma question. À cet instant, une forme étrange émerge lentement de la fournaise, une sorte de génie. Son corps semble entièrement constitué de lave en fusion. Il me fait penser à un démon, ou peut-être même au diable en personne. Pourtant, je n'éprouve absolument aucune peur. Et alors que la forme continue à s'élever, elle se penche légèrement vers moi, me considère quelques instants et me demande « Comment puis-je t'aider ?» Je lui explique alors la raison de ma venue. Il m'écoute sans m'interrompre, puis me répond simplement « Tu touches là à une question qui fait le berceau de l'humanité. » Je souris légèrement. « Chez moi en tout cas. » Il secoue doucement la tête. Et il me répond « Qu'importe, tu contiens l'inconscient collectif. Toutes tes blessures sont également portées par l'humanité. » Il marque alors un silence et continue ainsi. Je vais te répondre, mais sous la forme d'énigmes. À toi de les résoudre. Je hoche la tête et il commence. Quel est l'aspect le plus brillant de l'homme au sens large ? Je réfléchis quelques instants. Sa conscience ? Il poursuit. Qu'est-ce qui différencie un homme d'une femme ? Je cherche à nouveau. Leur corps ? Puis vient une troisième question. Qu'est-ce qui donne la vie dans le corps ? Je laisse monter la réponse. Le cœur ? Il me regarde avec intensité. Ces trois éléments interagissent différemment chez l'homme et chez la femme. À toi maintenant de découvrir comment les relier, comment les mettre en résonance. La conscience, le corps, le cœur. Quel est leur point commun ? Le silence retombe. Je comprends que la réponse ne peut venir que de moi. Je reste silencieuse quelques instants. Puis une première évidence s'impose à moi. Leur point commun, à première vue, c'est le C. Le C de cœur, le C de corps, le C de conscience. Il acquiesce. Et quelle est la troisième lettre de l'alphabet hébraïque ? Je ferme les yeux, je cherche quelques instants, puis le mot surgit. Guimel. Tout ce que je connais de cette lettre remonte à ma mémoire. Le chameau, le mouvement, le passage, l'équilibre, la synthèse, le don. Le riche qui donne au pauvre qui reçoit. Le lien profond qui existe entre celui qui offre et celui qui reçoit. Et je sens qu'un fil invisible est en train de se tisser. Je poursuis alors. Leur point commun, qui relie les trois, est-ce l'esprit ? Alors d'autres correspondances apparaissent presque instantanément. Le corps, l'ancrage, le cœur comme l'espace intermédiaire, le pont vivant, celui qui loge le chêne de la médecine chinoise, puis la conscience, comme une ouverture plus vaste encore. Corps, cœur, conscience, tout semble désormais lié.
Il me regarde à nouveau. Et qu'est-ce qui permet d'unir les trois? La réponse surgit sans que j'aie besoin de réfléchir trop longtemps. La présence à soi. Je reste quelques instants en silence et je demande confirmation. Alors, ce qui empêche l'homme et la femme de se retrouver, c'est le manque de présence à soi? Quand l'homme et la femme sont présents chacun à eux-mêmes, ils ne peuvent que se retrouver. Je cherche à préciser ce que je comprends. Cela veut dire qu'ils sont alors exempts de blessures? Disons plutôt qu'en étant présents à eux-mêmes, ils ne sont pas gouvernés par leurs blessures, leurs conditionnements, leurs projections, leurs manques et leurs peurs? Oui, c'est cela. Je sens quelque chose se déposer profondément en moi. Pourtant, une dernière question demeure. Mais est-ce vraiment possible? Il me répond avec une bienveillance mêlée de fermeté. Lorsque les blessures de la part masculine et de la part féminine sont refermées, c'est possible. Il restera des résidus de dysfonctionnement, de blessures, mais la présence à soi permettra de les dissoudre dans l'instant présent éternel. Je l'écoute en silence, puis je lui demande « Comment faire pour intégrer cela ?» Il se penche légèrement vers moi et me répond « Simplement, c'est déjà fait. Ne le sens-tu pas ?» Je ferme les yeux, j'écoute ce qui se passe en moi, puis je réponds « Si, je le sens profondément. » À cet instant, je sens profondément en moi que quelque chose vient de changer. Presque aussitôt, une image s'impose à mon esprit. La carte du diable dans le tarot de Marseille. Je la vois avec une netteté saisissante. Les deux diablotins enchaînés sont bien présents, mais soudain, leurs chaînes volent en éclats. Comme pour libérer les deux diablotins, c'est-à-dire l'homme et la femme, la part masculine et la part féminine, le yin et le yang, de leur servitude à leur passion, et dans passion j'entends précisément dysfonctionnement. L'image est fascinante, et pour obtenir un complément de réponse, je prends mon jeu de tarot de Marseille. Je bats les cartes. L'une d'elles jaillit aussitôt du paquet. L'amoureux, la lame numéro 6, l'homme et la femme qui s'unissent, le chérubin qui décoche sa flèche d'amour. Je souris, je retourne le paquet et en dos de deck, le mat, le commencement, le mouvement, l'élan. Je décide de poursuivre. Je prends un second oracle. Je bats les cartes et là encore, une carte s'échappe du jeu. La 6e, le conflit. Deux êtres de pierre se font face. Je retourne le paquet et en dos de deck, la marche. La carte numéro 10, le 10, le 1 plus le 0, un retour au 1, le mouvement conscient, l'action juste. Je pose alors une nouvelle question. Que convient-il de faire pour éviter le conflit entre les deux polarités? Je prends un troisième jeu, je bats les cartes une nouvelle fois, une seule lame saute. Que suis-je? 5e carte. Je retourne le paquet, le temps. Encore la carte numéro 10. Encore ce 10 qui ramène au 1, à l'unité. Je reste un long moment immobile. Tous ces symboles semblent se répondre, comme si plusieurs langages différents racontaient exactement la même histoire. Alors, une compréhension émerge peu à peu. La réunification des deux polarités ne consiste pas à chercher l'autre. Elle commence par un retour au soi, à ce lieu où le masculin et le féminin ne sont plus deux forces opposées, mais les deux expressions d'une même unité. Et puis je reçois ce message très précis. Se placer en conscience dans le soi unificateur, dans le nous universel, c'est-à-dire l'homme et la femme,
le yang et le yin, issus du tout de ce nous universel, plutôt que dans le jeu personnel. Et dans le jeu personnel, je comprends le jeu J-E-U et le jeu J-E. Je poursuis ma contemplation. Je reste immobile et je laisse tous ces symboles se déposer en moi. Ils semblent dialoguer entre eux, comme si plusieurs langages différents me conduisaient inlassablement vers une seule et même compréhension. Alors, une évidence commence à émerger. La réunification ne consiste pas à chercher l'autre. Elle commence par un retour au soi, à ce lieu où le féminin et le masculin ne sont plus deux forces opposées, mais les deux expressions d'une même unité. Et cette phrase résonne très clairement en moi. Se placer en conscience dans le soi unificateur, dans le nous universel, celui dont procèdent le masculin et le féminin, le yin et le yang, plutôt que dans le jeu, J-E-U, et le jeu, J-E, personnel. Je demeure quelques instants en silence, puis un autre détail attire mon attention. Depuis le début des tirages, les nombres 1 et 6 reviennent sans cesse, le commencement puis l'union, et entre les deux, le 5, le pape, le pont, celui qui relie le ciel à la terre, l'être à l'humain. Et je sens qu'une dernière compréhension cherche encore à émerger. Alors, je revois la carte du diable, les deux êtres enchaînés, puis celle du pape, deux êtres à nouveau devant lui, face à cette figure spirituelle, mais cette fois sans aucune chaîne. Je reste saisi. Les personnages n'ont pas changé, l'homme est toujours là, la femme aussi, seule la nature du lien s'est transformée. Sous le diable, ils étaient prisonniers de leur conditionnement, de leurs blessures, de leurs peurs. Sous le pape, ils sont devenus libres de recevoir un enseignement, comme si la véritable réunion ne consistait pas à changer les êtres, mais à transformer ce qui les relie. Le gardien demeure silencieux quelques instants, puis il me demande « T'es-tu déjà posé cette question ?»« Laquelle ?» ?»« Comment s'est passée la scission primordiale ?» Je reste quelques instants sans répondre. Alors il reprend. La disharmonie initiale vient d'un acte volontaire du tout, à partir d'un don de lui-même, de ce déchirement primordial, le tout s'est délibérément séparé afin de mieux se voir, se comprendre et s'observer. Je l'écoute avec une attention profonde. Il poursuit. Dès l'origine, dans l'œuf, existait déjà la mémoire de cette scission. Mais l'homme et la femme n'ont pas compris sa véritable nature. Ils n'ont pas compris que ce déchirement primordial était en réalité un acte d'amour de soi, au-delà du possible. Je sens ces mots résonner profondément en moi. Il continue. Se séparer pour mieux revenir à soi, mieux se comprendre, pour mieux se réintégrer. Il marque un silence, puis ajoute. Comme si le tout avait envoyé une infinité d'émissaires explorer toutes les facettes de lui-même pour ensuite les voir revenir enrichis de leur propre expérience. Une image surgit aussitôt en moi. J'ai l'impression de voir le tout déployer d'innombrables ramifications comme des prolongements de lui-même, des sortes de tentacules qui s'éloignent dans toutes les directions avant de revenir progressivement vers leur origine. Je reste profondément ému.
Puis je lui demande « Et maintenant ?» Il esquisse un léger sourire. Ton masculin et ton féminin sont désormais réunifiés à l'intérieur de toi. Au niveau de ton cœur, tu peux les sentir battre ensemble, s'accorder comme on accorde deux instruments. L'accord est parfait. La fréquence est divine, cristalline. L'entends-tu ? Je ferme les yeux, j'écoute. Et c'est un son que je n'ai encore jamais entendu. Il poursuit. Ton cœur bat et vibre désormais cette fréquence, ce son unique qui est la tienne. C'est le son de ta fréquence vibratoire à présent. Elle remplit ton cœur et cela fait vibrer chacune des cellules de ton corps. Et cette vibration élargit ta conscience. Tu es relié à l'univers, au tout, de toute éternité. Il me regarde de nouveau. Comment te sens-tu ? Je prends quelques instants avant de répondre. Profondément aligné, en même temps qu'apaisé, consolidé, habité par une joie profonde et sereine, comme si tout était parfait. Il sourit et me répond « Mais tout l'est ». Une dernière question me vient. Et si d'aventure un conflit devait réapparaître entre ma part masculine et ma part féminine ? Il secoue doucement la tête. Ce n'est plus possible, ils sont désormais réunifiés. Puissance, douceur, stabilité. À cet instant, je sens mon corps profondément ancré. Mon esprit est parfaitement calme, stable. Le gardien me regarde une dernière fois. « As-tu encore une question ?» Je lui souris et je lui réponds que j'ai le sentiment que c'est déjà beaucoup, que je vais laisser décanter toutes ces informations. Il acquiesce. « Oui, tu feras bien. » Je le remercie et il me répond simplement « C'est moi qui te remercie. » Je souris à mon tour. « Non, c'est moi, j'insiste. » Alors lentement, le génie se résorbe dans la lave, dont la surface devient plus calme qu'au début de mon voyage. Je reprends le chemin du retour, je franchis à nouveau la porte à tête de lion, et avant de m'éloigner, je me retourne. La lumière rouge a disparu. C'est une lumière d'un bleu profond qui l'a remplacée. Je poursuis ma remontée. L'endroit obscur par lequel j'étais entré est désormais baigné d'une lumière blanche si intense que je dois plisser les yeux. Les portes du métro sont ouvertes en grand. Je remonte les marches de l'escalier, puis je me retrouve dans un désert. Le soleil est en train de se coucher, les dunes s'étendent à perte de vue, le sable est tiède, incroyablement doux sous mes pieds. Le silence est immense. Et un scorpion passe juste devant moi sur le sable. Je l'observe, puis je demeure simplement là, le visage offert à la lumière, le corps offert à cette douceur, à cet instant suspendu. Merci, merci, merci.
Cette troisième archive s'ouvre d'une manière très différente des précédentes. Là où Asnet et Wilfried nous avaient immédiatement plongés dans un univers riche de personnages et de symboles, tout commence ici par une sensation physique, la douleur. Avant de comprendre, il faut ressentir. Chaque pas pieds nus sur des graviers demande de l'attention. Les pierres ne provoquent pas une souffrance spectaculaire, elles imposent plutôt cette multitude de petites douleurs qui, accumulées, finissent par modifier notre manière d'avancer. Il en va souvent ainsi dans nos vies. Les blessures les plus profondes ne naissent pas toujours d'un seul événement. Elles prennent parfois racine dans une succession presque imperceptible de petites peurs, de renoncements, d'humiliations ou de déceptions qui, avec le temps, finissent par transformer notre manière et notre façon d'habiter le monde. Le regard reste fixé sur l'endroit de la douleur, les pieds. Le paysage n'existe pas encore. Lorsque nous souffrons, toute notre attention se resserre naturellement autour de ce qui fait mal. Nous ne regardons plus où nous allons, nous cherchons simplement où poser le prochain pas. C'est d'ailleurs ce que fait spontanément notre système nerveux lorsqu'il cherche à nous protéger. Il réduit notre champ de conscience afin de concentrer toute notre énergie sur la survie immédiate. Mais lorsqu'il devient possible d'élargir notre vision, le parc urbain apparaît. Et tout change. Ce n'est ni la nature sauvage, ni la ville, c'est un lieu intermédiaire, un lieu vivant, végétal, mais déjà organisé par l'homme, comme si cette première étape nous conduisait progressivement d'une réalité préoccupante très personnelle vers quelque chose de plus vaste. Puis apparaissent les vestiges d'une ancienne cité romaine. Il ne reste presque rien. Quelques pierres, des murs effondrés et l'encadrement solitaire d'une porte. Les Romains évoquent spontanément la loi, l'ordre, la structure, le pouvoir, l'organisation d'une civilisation entière. Et pourtant ici tout est en ruine, comme si cette blessure ne relevait plus seulement d'une histoire personnelle, mais qu'elle appartenait à une architecture beaucoup plus ancienne dont il ne subsisterait aujourd'hui que quelques traces. Cette porte demande à ce qu'on s'y arrête quelques instants, car ce n'est plus une porte, c'est seulement le souvenir d'une porte, le passage n'existe plus, seul son encadrement demeure, comme la mémoire silencieuse d'un seuil oublié, et ce seuil reste inaccessible. Cette image me fait penser à toutes ces mémoires que nous pouvons observer, comprendre parfois intellectuellement sans parvenir réellement à les approcher. Comme si quelque chose en nous continuait à les protéger, peut-être pour préserver ce confort inconfortable mais bien connu. Je poursuis alors mon chemin, et c'est là qu'apparaît un autre accès, un simple escalier, étroit, presque anodin. Il descend sous la ville, sous les constructions visibles, sous la surface. En bas, une porte automatique refuse obstinément de me laisser passer. Elle s'ouvre et se referme aussi vite. L'accès existe, mais il est verrouillé par un mécanisme automatique. Et je trouve ce détail extrêmement parlant. Nos mécanismes inconscients ressemblent souvent à cela. Ils ne cherchent pas à nous punir, ils cherchent à nous protéger. Ils ferment simplement certaines portes tant que nous ne sommes pas prêts à faire face à ce qui se trouve derrière. Je traverse le seuil de manière déterminée et je pénètre dans un espace qui jusqu'alors semblait devoir rester fermé. Je me retrouve alors dans une obscurité profonde, humide et silencieuse. Seul le bruit des gouttes d'eau qui tombent vient faire résonner l'espace environnant. L'eau, dans le langage symbolique, évoque très souvent les émotions, la vie intérieure, l'inconscient, mais ici elle ne s'écoule pas, elle tombe, goutte après goutte. Comme si nous pénétrions dans une mémoire ancienne qui depuis très longtemps poursuivait patiemment son œuvre. Et en prenant un peu de recul, cette ouverture paraît nous raconter un mouvement extrêmement cohérent. Le voyage commence par une douleur très concrète, presque intime,
Et puis cette douleur révèle peu à peu des structures beaucoup plus anciennes. Et enfin, elle nous conduit jusqu'à un espace longtemps resté inaccessible. J'ai alors le sentiment que cette archive semble remonter vers quelque chose de beaucoup plus profond, vers l'origine même de la séparation, comme si l'archive nous soufflait doucement. Si tu veux comprendre pourquoi le masculin et le féminin semblent parfois incapables de se retrouver, il faut d'abord revenir à l'endroit où ils ont commencé à se séparer. Si cette première partie nous conduit progressivement jusqu'au seuil des profondeurs, la seconde nous fait véritablement franchir une nouvelle étape. L'atmosphère change complètement. Nous quittons la pierre, le gris et le froid. Tout devient rouge, comme si nous quittions peu à peu la mémoire des formes pour rejoindre la mémoire de l'énergie. Il suffit d'une seule intention, et cette fois, contrairement à la première porte, celle-ci s'ouvre immédiatement. La réponse n'était peut-être pas cachée, elle attendait simplement que la bonne question soit posée. Alors apparaît une immense porte dont le portique est sculpté en forme de tête de lion. Et pour poursuivre le voyage, il faut entrer par sa gueule. Cette image est loin d'être anodine, car dans de nombreuses traditions initiatiques, être englouti par un animal sacré ne représente pas une punition, mais une transformation. On pense spontanément au récit de Jonas, avalé par le grand poisson, mais cette symbolique se retrouve aussi dans de nombreuses autres cultures. Être avalé, emprunter le passage pour renaître différent. Le lion devient ici bien plus qu'un symbole de force. Il est le gardien d'un passage, celui qui veille entre deux mondes. Je ne contemple pas ce volcan de loin, je suis en son cœur, comme si la réponse ne se trouvait plus dans les événements d'une vie, mais dans la source même de ce qui anime l'être humain. Le magma lui-même est un symbole fascinant. Il n'est ni totalement liquide, ni totalement solide. Il est une matière en devenir, une matière en pleine transformation, une matière qui peut tout détruire, mais aussi donner naissance à des terres nouvelles. Malgré la puissance de cette énergie, il n'y a jamais d'engloutissement. Un chemin permet d'en faire le tour, il est observable et on peut l'approcher. On peut entrer en relation avec lui sans jamais perdre sa conscience. Il existe une immense différence entre être submergé par une force intérieure et pouvoir la rencontrer. Aucune présence n'est tangible. C'est alors qu'il est demandé l'apparition d'une forme de conscience capable de répondre aux questions. Autrement dit, la connaissance ne prend pas encore la forme d'une idée, elle prend la forme d'une rencontre. Une silhouette émerge lentement de la lave. Son apparence rappelle immédiatement les représentations traditionnelles du diable. Comment puis-je t'aider ? Cette simple phrase bouleverse déjà nos représentations, comme si cette figure ne venait pas incarner le mal, mais protéger l'accès à une connaissance qui ne pouvait être approchée qu'au terme de toute cette descente. Nous voici maintenant face à une conscience qui semble ne faire qu'un avec le feu primordial lui-même. À cet instant, le voyage change de nature. Il ne s'agit plus seulement d'explorer une blessure, il s'agit de remonter jusqu'aux lois les plus profondes qui semblent organiser notre manière d'être au monde. Et le dialogue qui va suivre nous donnera progressivement le sentiment que cette intelligence répond à une question qui nous concerne peut-être tous. Jusqu'ici, le voyage avait surtout parlé par images. Les ruines, le lion, le feu, le volcan. À présent, c'est la parole qui prend le relais. Mais cette parole possède une caractéristique étonnante, celle de ne jamais chercher à apporter une réponse immédiate. Elle ouvre des questions. Et c'est certainement ce qui lui donne toute sa force. Lorsque le gardien affirme que cette question touche le berceau de l'humanité, il déplace instantanément le regard. Nous sommes alors invités à regarder quelque chose qui semble appartenir à l'expérience humaine elle-même dans son ensemble.
Pourtant, la première réaction est très humaine. Chez moi, en tout cas. Comme si l'esprit cherchait naturellement à ramener cette expérience à sa propre histoire. Et la réponse du gardien est l'une des phrases les plus importantes de toute cette archive. Qu'importe, tu contiens l'inconscient collectif. Toutes tes blessures sont également portées par l'humanité. Il ne dit pas que nous sommes l'humanité, il nous dit que nous la contenons. Autrement dit, nos histoires personnelles deviendraient aussi une porte d'entrée vers quelque chose de beaucoup plus vaste. Cette intuition fait naturellement écho aux travaux de Jung sur l'inconscient collectif sans pour autant chercher à les démontrer. Ce qui me frappe surtout, c'est que cette idée surgit spontanément au cœur du dialogue, comme si elle appartenait déjà au langage symbolique de l'archive. Puis le gardien commence à proposer ses énigmes. Il ne donne aucune explication, ne construit aucune théorie. Il ne demande jamais « Pourquoi souffres-tu » Il revient très simplement au fondement. Quel est l'aspect le plus brillant de l'être humain ? Qu'est-ce qui différencie un homme d'une femme ? Qu'est-ce qui donne la vie dans le corps ? Et certainement cette progression est remarquable, car avant de parler de la blessure, il revient à ce qui rend la vie possible. Comme un architecte qui, avant de réparer une fissure, commencerait par comprendre les lois qui permettent à une maison de tenir debout. Les trois réponses apparaissent alors très naturellement. La conscience, le corps, le cœur. Et ce qui est remarquable, c'est qu'aucune d'elles n'appartient davantage au masculin qu'au féminin. Les deux portent un corps, les deux portent un cœur, les deux portent une conscience. La question n'est donc plus de savoir qui possède quoi, mais de comprendre comment ces trois dimensions entrent en relation. Le gardien ne dit d'ailleurs jamais « Voici la réponse ». Il demande simplement « Trouve ce qui les relie ». Et cette demande est essentielle, car la réponse ne réside dans aucun des trois éléments pris séparément. Elle naît de leur résonance. Et je crois que le mot est particulièrement juste. La résonance n'efface pas les différences. Deux instruments continuent d'être deux instruments, mais lorsqu'ils sont accordés, ils vibrent ensemble sans perdre leur identité. En poursuivant cette réflexion, une autre évidence apparaît peu à peu. Si la séparation du masculin et du féminin existe, elle ne provient peut-être pas des éléments eux-mêmes, elle naît de la manière d'être reliés. Cette idée me paraît d'une très grande élégance, car elle ne cherche jamais à opposer le masculin et le féminin, à les considérer l'un au détriment de l'autre. Elle montre au contraire que chacun porte en lui les mêmes dimensions fondamentales. Seule leur articulation semble avoir perdu son harmonie. Et c'est peut-être là que cette archive prend une direction totalement nouvelle. Jusqu'à présent, les récits de mémoire racontaient avant tout des histoires. Ici, le dialogue ne cherche plus à raconter, il cherche à transformer le regard. Le gardien ne transmet pas une vérité prête à être acceptée, il invite simplement à penser autrement, à laisser émerger une compréhension qui ne peut venir que de l'intérieur. Et c'est peut-être cela finalement la véritable initiation. Non pas recevoir une réponse, mais découvrir une question qui continue à nous habiter bien après que le voyage est terminé. Le dialogue se poursuit, et à cet instant, quelque chose change à nouveau. Jusqu'ici, le gardien avait ouvert un chemin. À présent, il commence à en dévoiler le principe. La première réponse qui surgit est presque déconcertante par sa simplicité. Le point commun entre le corps, le cœur et la conscience serait simplement leur initiale, le C. Avant même de chercher une explication, l'esprit reconnaît d'abord une forme, un motif, comme si l'inconscient attirait doucement notre attention sur une unité qui était déjà présente mais que nous n'avions jamais remarquée. Puis apparaît Guimel, et cette étape est particulièrement intéressante, car Guimel ne renvoie pas seulement au nombre 3. Dans la tradition hébraïque, cette lettre évoque aussi le mouvement, le passage, le lien, le don, autrement dit, tout ce qui relie. Nous ne sommes déjà plus dans le chiffre, nous sommes dans la relation.
Lorsque surgit ensuite l'idée de l'esprit, nous pouvons être frappés par cette nuance qui est très discrète. Le gardien ne dit pas que la conscience est l'esprit, il répond que l'esprit est ce qui relie. Et cette différence est profondément intéressante, comme si l'esprit n'était plus un niveau supplémentaire, mais ce qui met tout en mouvement, ce qui circule, ce qui anime, et à partir de là, les associations se construisent presque naturellement. Le corps, le cœur, la conscience. Le cœur apparaît peu à peu comme un lieu de passage, un pont vivant, et cette intuition fait d'ailleurs écho à une symbolique déjà présente en médecine traditionnelle chinoise, où le Shen, S-H-E-N, l'esprit, réside précisément dans le cœur. Puis vient la phrase centrale de toute cette archive, la présence à soi. Cette réponse a quelque chose de surprenant, car nous aurions pu nous attendre à ce que le dialogue nous conduise vers l'amour, vers l'unité, vers la conscience. Mais non, c'est la présence à soi qui apparaît. Plus j'y réfléchis et plus cette réponse me paraît profondément juste, car la présence est une manière d'habiter l'instant, une manière d'habiter notre propre vie. Lorsque je demande alors si ce qui empêche le masculin et le féminin de se retrouver n'est finalement qu'un manque de présence à soi, la réponse du gardien me frappe par sa simplicité. Oui. Et soudain, les deux archives précédentes, Asnet et Wilfried, prennent un éclairage nouveau. Asnet racontait déjà une perte de connexion à soi. Wilfried racontait lui aussi l'histoire d'un homme qui s'était progressivement éloigné de lui-même. Et les deux histoires semblaient déjà raconter exactement la même chose. Cette troisième archive ne remplace pas les précédentes. Elle leur donne une clé de lecture. Le gardien ne dit jamais que les blessures disparaissent, il dit qu'elles ne pilotent plus. Et je trouve que cette différence est fondamentale. Les blessures continuent peut-être d'exister, mais elles cessent progressivement d'occuper la place du conducteur. Quelque chose de plus vaste reprend doucement les commandes. Et lorsque je demande « est-ce vraiment possible ?», la réponse du gardien est profondément touchante, car il ne promet aucune perfection. Il parle simplement de résidus, comme si toute transformation véritable restait un mouvement vivant plutôt qu'un état définitivement acquis. Et lorsqu'il ajoute que la présence à soi permettra de dissoudre progressivement ces anciens fonctionnements, un mot retient particulièrement notre attention, dissoudre. Il n'est jamais question de combattre, ni d'éliminer, ni même de contrôler, simplement de laisser se dissoudre, comme la glace sous l'effet de la chaleur, ou l'obscurité lorsque la lumière apparaît. Cette image me paraît infiniment plus douce que celle d'un combat intérieur. Enfin vient peut-être la réponse la plus surprenante de toutes. Comment intégrer cela ? C'est déjà fait. Cette phrase clôt magnifiquement le dialogue, parce qu'elle inverse complètement notre manière habituelle de chercher. Nous imaginons presque toujours que le changement appartient au futur, qu'il faudra encore apprendre, encore comprendre, travailler, lutter. Le gardien propose exactement l'inverse. La transformation est déjà en cours. Il ne reste plus qu'à la reconnaître. Et c'est peut-être cette idée qui est la plus intéressante. Tout au long de ce dialogue, jamais le gardien ne demande à être cru. Jamais il ne cherche à convaincre. Il ne propose aucune doctrine. Il renvoie simplement et inlassablement à l'expérience. Ne le sens-tu pas ? Demande-t-il. Je crois que cette simple question résume toute la démarche de cette archive. La vérité n'y est jamais présentée comme quelque chose qu'il faudrait adopter. Elle est proposée comme une expérience intérieure que chacun est libre de vérifier en lui-même. Et c'est peut-être cela qui donne à ce dialogue une force si particulière. Après cette réponse du gardien, quelque chose se déplace encore. La compréhension n'est plus seulement intellectuelle, elle devient image. Et presque aussitôt, c'est la carte du diable qui apparaît. Je trouve ce surgissement particulièrement intéressant parce qu'il aurait été très facile d'y voir une figure inquiétante, obscure et presque menaçante. Mais ce n'est pas du tout ce qui se passe.
Ce qui apparaît d'abord, ce sont les chaînes. Ce ne sont ni les cornes, ni la figure centrale, ni même l'imaginaire du mal. Non, ce sont les chaînes. Et surtout, les chaînes qui se brisent. Toute la carte semble alors se renverser. Le diable n'est plus lu comme une condamnation, il devient l'image d'un asservissement qui prend fin. Les deux êtres ne sont pas détruits, ils sont libérés. Et ce qui disparaît, ce n'est pas leur lien. Ce qui disparaît, c'est ce qui les maintenait prisonniers à travers ce lien. Lorsque le mot passion apparaît, il ne désigne pas ici l'amour. Il désigne ce qui prend le contrôle, et on y entend donc les blessures, les projections, les peurs, les automatismes, tout ce que le gardien venait justement de nommer. Et lorsque les chaînes volent en éclats, c'est comme si l'image venait donner une force visible à ce qui venait d'être compris intérieurement. Puis une carte saute du tarot de Marseille, l'amoureux, la lame numéro 6, et là encore la cohérence est frappante. Après la libération des chaînes apparaît l'union, non pas avant, mais après. Comme si la rencontre véritable ne pouvait advenir qu'une fois les deux êtres libérés de ce qui les tenait captifs. Et en dos de deck apparaît le mat, le mouvement, l'élan, le commencement. Cela aussi peut nous paraître parfaitement juste. L'amoureux ne ferme pas le chemin, il l'ouvre. Il ne représente pas seulement une arrivée, il annonce un départ. Comme si l'union véritable ne mettait pas fin au voyage, mais inaugurait une manière entièrement nouvelle d'avancer. Puis vient le second oracle, et une nouvelle carte saute, encore la carte numéro 6. Mais cette fois, elle ne parle pas d'amour, elle parle de conflit, deux êtres de pierre qui se font face. Cette image semble extrêmement parlante car on peut y comprendre que le conflit pétrifie. Il fige les positions, il transforme le vivant en blocs immobiles. Chacun demeure face à face, mais plus rien ne circule, et en dos de deck apparaît la marche, faisant écho au mat du précédent tirage, la carte 10, le 10 qui ramène au 1. Là encore, la réponse ne propose aucune solution magique, elle dit simplement « reprends le mouvement, avance en conscience, en pleine présence, pas à pas ». Comme si la présence à soi, dont parlait le gardien, trouvait ici une traduction très concrète. Ne pas rester figé dans le face-à-face, revenir au mouvement juste. Puis vient le troisième jeu. La question posée est très simple. Que convient-il de faire pour éviter le conflit? Et la réponse qui surgit n'est pas une action, ni une stratégie, ni même une conduite à tenir, c'est une autre question. Que suis-je? Cette réponse est très certainement d'une grande profondeur. Avant de savoir quoi faire, il faut revenir à ce que l'on est. Avant l'action, l'être. Et en dos de deck apparaît le temps. À nouveau la carte 10. Encore ce 10 qui ramène au 1. Comme si les trois jeux, chacun avec son propre langage, revenaient inlassablement vers le même point. Le commencement, l'unité, le retour à soi. Et à partir de là, une compréhension se forme. La réunion, la réunification ne consiste pas à chercher l'autre à l'extérieur de soi. Elle commence par un changement de niveau intérieur. Ne plus agir seulement depuis le jeu personnel, le jeu JEU, et ni depuis le jeu JE blessé, mais se replacer en conscience dans le soi unificateur, dans ce nous plus vaste dont procèdent le masculin et le féminin, le yin et le yang, le deux et le un. Cette compréhension nous paraît essentielle parce qu'elle inverse complètement la logique habituelle. Nous demandons souvent à la rencontre de réparer ce qui manque. Ici, l'archive semble dire tout autre chose. La rencontre ne crée pas l'unité, elle vient résonner avec une unité déjà retrouvée en soi. C'est alors qu'un autre détail prend toute son importance. Le 1 revient, le 6 revient, le commencement puis l'union, et entre les deux apparaît le 5, le pape, le pont, celui qui relie le ciel et la terre, l'être et l'humain. Ce n'est évidemment pas une vérité à imposer, mais dans le langage propre de cette archive, cette correspondance est d'une grande beauté, car le 5 ne vient pas seulement comme un nombre intermédiaire, il vient comme une fonction, une médiation, un passage, et c'est ici que le parallèle entre le diable et le pape devient particulièrement fort.
Dans les deux cartes, on retrouve trois figures. Deux êtres en bas, une figure centrale au-dessus, mais la nature du lien a complètement changé. Sous le diable, les deux êtres sont enchaînés. Sous le pape, ils sont libres. Sous le diable, le lien asservit. Sous le pape, le lien transmet. Sous le diable, les deux êtres semblent captifs de leur passion, de leur conditionnement, de leur dysfonctionnement. Sous le pape, ils se tiennent devant une figure spirituelle, comme deux enfants face à un père, ou plutôt peut-être comme deux êtres redevenus capables de recevoir un enseignement. Et cette correspondance peut nous sembler l'une des plus fortes de toute l'archive, parce qu'elle montre que les personnages n'ont pas disparu, l'homme et la femme sont toujours présents, la figure spirituelle également, mais tout a été transfiguré. Ce qui devait être brisé, ce n'était pas la relation, c'était les chaînes. Et c'est peut-être là que cette série de cartes révèle le plus clairement le mouvement profond de l'archive. La libération ne consiste pas à sortir du lien, elle consiste à transformer la nature du lien, à passer de l'attachement qui enferme à la relation qui élève. Nous pouvons également attirer notre attention sur une autre résonance. Le 5 est traditionnellement associé au 5e chakra, celui de la gorge. On le réduit souvent à la parole. Pourtant, il me semble représenter bien davantage. Il est ce qui permet à l'être de prendre forme dans l'humain. Le lieu où l'invisible devient visible, où l'intérieur trouve une expression dans le monde, autrement dit, le 5e chakra est un véritable pont. Et cette image rejoint étonnamment celle du pape. Lui aussi fait le lien. Il ne choisit ni le ciel contre la terre, ni la terre contre le ciel. Il les relie. Et je ferai également une autre correspondance tout aussi intéressante avec la ligne d'éther qui, dans certaines approches énergétiques, relie les différents plans de l'être et permet leur mise en relation. C'est comme si plusieurs traditions, plusieurs langages symboliques désignaient chacune à leur manière une même fonction, celle qui met en relation ce qui semblait séparé. Et peut-être est-ce précisément cela que cette archive cherche à montrer depuis le début, car il ne s'agit jamais de choisir un pôle contre un autre, il s'agit toujours de créer un passage, de créer un lien, de permettre à quelque chose de circuler. Le dialogue se poursuit encore et une fois de plus, le gardien déplace la question. Jusqu'ici, nous cherchions à comprendre l'origine de la séparation entre le masculin et le féminin. À présent, il invite à remonter encore plus loin. Comment s'est passée la scission primordiale? Et cette question est absolument fascinante, car elle ne cherche plus l'origine d'une blessure, elle cherche l'origine de la possibilité même de toute séparation. C'est un peu comme si notre regard quittait définitivement notre histoire personnelle pour remonter jusqu'au principe qui rend toute différenciation possible. La réponse du gardien est alors totalement inattendue. Il ne parle ni de chute, ni de faute, ni d'erreur, mais il parle d'un acte volontaire. La disharmonie initiale vient d'un acte volontaire du tout. Et je crois que c'est ici que quelque chose bascule profondément. Car nous avons presque tous appris à considérer la séparation comme une perte, comme une cassure, comme une catastrophe, comme une immense blessure. Mais le gardien propose ici une réponse qui en indique l'inverse. Et si la séparation n'était pas un échec? Et si elle était le commencement d'une expérience? Lorsqu'il ajoute que le tout s'est séparé pour mieux se voir, mieux se comprendre, mieux s'observer, nous pouvons être frappés par la cohérence de cette image. Il ne décrit pas une rupture, il décrit au contraire un mouvement de découverte, comme si la différenciation devenait la condition même de la connaissance de soi. Une autre image est particulièrement intéressante. Dans l'œuf, il y avait déjà cette mémoire de scission. C'est certainement d'une très grande beauté. La séparation n'apparaît plus comme un accident, elle est contenue en puissance dans l'origine, comme une possibilité, comme une promesse d'expérience. Et ensuite apparaît la phrase centrale de toute cette séquence. L'homme et la femme n'ont pas compris que ce déchirement primordial était un acte d'amour. Et je crois que tout se joue ici. Depuis le début de cette archive, rien ne semble véritablement changer dans les événements.
Ce qui change, c'est le regard porté sur eux. La porte fermée n'était pas un refus. Le gardien n'est pas un ennemi et le diable n'est pas le mal. Et maintenant, la séparation n'est plus un abandon, elle devient bien au contraire un acte d'amour. Et cette progression est profondément remarquable, car elle ne transforme pas les symboles, elle transforme leur lecture. Le gardien poursuit, se séparer pour mieux revenir à soi. Là encore, une nouvelle perspective apparaît. Le mouvement n'est plus simplement celui de l'un vers le deux, il devient un, deux, puis de nouveau un. Mais une unité profondément transformée par tout ce qui aura été vécu entre-temps. La séparation cesse alors d'être une destination. Elle devient une étape, un passage. L'image des tentacules du tout peut paraître surprenante, mais peu à peu elle prend tout son sens. Un tentacule peut s'éloigner du corps, explorer, toucher, rencontrer. Mais il ne cesse jamais d'appartenir à ce corps. Il demeure vivant parce qu'il reste relié. Et cette image est profondément cohérente avec tout le reste de l'archive. L'individu n'est plus présenté comme un être coupé de son origine. Il devient une expression du tout, une manière pour le tout de faire l'expérience de lui-même, puis d'en revenir enrichi. Et en prenant un peu de recul, nous pouvons remarquer que ce même mouvement semble traverser toute cette archive. À chaque étape, ce qui paraissait annoncer un enfermement révèle finalement une ouverture. La douleur devient un chemin. La porte fermée devient un seuil. Le gardien, qui pourrait être inquiétant au premier abord, devient un guide. Le diable devient libération. Le conflit devient marche en avant. Et maintenant, la séparation devient acte d'amour profond. Je crois que c'est là le véritable fil conducteur de ce voyage. Non pas nier ce qui fait souffrir, mais apprendre à regarder autrement. Et soudain, je repense à la toute première scène. Toute l'attention était absorbée par la douleur de chacun des pas souffrant sur les graviers, puis les ruines, les profondeurs, le feu, le gardien, et j'ai le sentiment que toute cette archive raconte exactement ce même mouvement. La douleur n'est jamais effacée, elle est simplement replacée dans un paysage beaucoup plus vaste, au point que peu à peu, elle cesse de raconter la même histoire. Et peut-être est-ce cela finalement le véritable changement, non pas modifier le passé, mais transformer le regard qui le contemple. En replongeant dans la dernière partie, on peut avoir le sentiment que tout ce qui a été traversé depuis le début de l'archive vient naturellement trouver son point d'équilibre, pas forcément à travers une réponse supplémentaire, mais plutôt dans une expérience. Le gardien ne parle plus de blessure ni de séparation, il ne parle même plus de présence à soi, il invite simplement à écouter. Et il dit « tu peux les sentir battre et s'accorder comme on accorde deux instruments ». Et cette image est certainement d'une très grande beauté, car elle ne parle pas de fusion, elle parle d'accord. Deux instruments accordés restent deux instruments pourtant bien distincts. Ils ne perdent ni leur timbre, ni leur singularité. Ils deviennent simplement capables de vibrer ensemble. Et cette archive ne cherche jamais à abolir les différences. Elle cherche à restaurer l'harmonie qui leur permet d'entrer en résonance. Lorsque le gardien évoque ensuite une fréquence divine et cristalline, on n'y entend pas la description d'un phénomène physique, on y voit plutôt une image, le cristal qui laisse passer la lumière, il est transparent, sans distorsion. Comme si le bruit produit par les blessures, les projections et les conditionnements s'était progressivement apaisé pour laisser entendre le son le plus pur possible. Ton cœur bat désormais ce son unique. Depuis le début de l'archive, nous avons suivi un fil très précis. Le corps, le cœur, la conscience, ils avaient d'abord été interrogés puis reliés. À présent, ils ne sont plus expliqués, ils sont vécus. Le cœur s'accorde, le corps entier entre en résonance et la conscience s'élargit. Le dialogue ne décrit plus un principe, il en fait l'expérience. Et lorsqu'il est dit que tout semble parfait, je ne crois pas que cette phrase parle d'un monde devenu parfait.
c'est plutôt comme si, à cet instant précis, plus rien ne manquait. La perfection ne serait alors pas l'absence de difficulté, mais l'absence de manque intérieur. Le gardien ajoute ensuite qu'un conflit entre le masculin et le féminin n'est désormais plus possible. Là encore, il me semble qu'il faut entendre cette réponse dans le langage propre de l'archive. Quelques instants plus tôt, il rappelait lui-même qu'il resterait des résidus. Il ne promet donc pas une perfection psychologique. Il décrit plutôt un changement de gouvernance intérieure. Les blessures peuvent encore apparaître, mais elles ne dirigent plus la relation. Le remerciement réciproque qui suit est lui aussi très beau. Car cette scène dit quelque chose de bien plus profond qu'il n'y paraît. La transmission n'est jamais à sens unique. Celui qui reçoit transforme aussi celui qui transmet. Puis le gardien retourne dans la lave. Il ne disparaît pas, il revient simplement à la source. Comme si cette conscience n'avait jamais été séparée du feu dont elle était née. À partir de cet instant, toute l'archive semble doucement se retourner sur elle-même. La lumière rouge devient bleue, l'obscurité devient blanche, les portes qui s'ouvraient puis se refermaient restent désormais ouvertes, et il est frappant de considérer la délicatesse avec laquelle ces images répondent à celles du commencement. Rien n'est effacé, tout est transfiguré, le lieu n'est plus le même. Ou peut-être est-ce le regard qui ne l'est plus. Puis vient la scène finale dans le désert. L'archive s'ouvre finalement sur un espace immense, presque vide, comme si, après avoir traversé tant de symboles, il ne restait plus que l'essentiel. Le silence, le ciel, le sable, le souffle. Et c'est alors qu'apparaît l'une des plus belles symétries de tout le récit. Au début, les graviers faisaient souffrir. À la fin, le sable est devenu doux. Le corps raconte silencieusement ce que la conscience vient de vivre. Le scorpion traverse encore ce paysage. Il n'inspire aucune peur. Il ne menace pas. Il passe simplement. Et sa présence paraît presque rappeler que la puissance de transformation demeure toujours là, discrète, silencieuse, disponible. La réunion ne consiste pas à faire disparaître la dualité. Elle consiste à transformer ce qui relie les deux polarités, à passer de la contrainte à l'accord. Et si nous devions enfin retenir une seule idée de tout ce voyage, ce ne serait peut-être pas qu'il raconte comment réunifier le masculin et le féminin, mais plutôt qu'il explore une intuition beaucoup plus vaste, celle que les différences ne sont peut-être jamais ce qui nous sépare véritablement, mais ce qui nous sépare, c'est peut-être et très certainement ce qui empêche encore ces différences d'entrer en résonance. Et lorsque cette résonance retrouve sa juste place, il ne devient plus nécessaire de choisir entre les pôles. Ils peuvent enfin vibrer ensemble, comme deux instruments parfaitement accordés. En refermant cette archive, je n'ai finalement pas le sentiment qu'elle parle uniquement du masculin et du féminin, du pôle masculin et du pôle féminin à l'intérieur de chacun de nous. J'ai l'impression qu'elle met en lumière quelque chose de beaucoup plus fondamental. Depuis le début du voyage, un même principe semble apparaître sous des formes toujours différentes. Une porte, un seuil, un escalier, le cœur, Guimel, le 5e chakra, le pape, la ligne d'éther, la présence à soi. Autant de symboles différents qui semblent tous désigner une même fonction. Relier, créer un passage, permettre à ce qui semblait séparé d'entrer de nouveau en résonance. Et peut-être est-ce cela le véritable sujet de cette archive. Non pas la réunification du masculin et du féminin, mais la redécouverte de ce qui, depuis toujours, rend toute réunification possible. Alors le masculin et le féminin deviennent l'une des expressions de cette loi plus vaste. Comme le corps, le cœur et la conscience, comme le ciel et la terre, comme l'être et l'humain, comme le 1 et le 2. Tous ne demandent finalement qu'une seule chose, retrouver ce qui les relie,
Et c'est peut-être là que cette troisième archive éclaire les deux premières d'une lumière nouvelle. Cette troisième archive révèle le principe silencieux. Asnet ne racontait pas seulement la blessure du féminin. Wilfried ne racontait pas seulement celle du masculin. Toutes deux racontaient déjà, chacune à leur manière, la perte du lien. Cette troisième archive ne vient donc pas ajouter une nouvelle histoire. Elle révèle le principe silencieux qui les traversait depuis le commencement. Et c'est peut-être cela qui est le plus touchant. Car si cette lecture est juste, alors Mémoire ne parle pas seulement de blessures, de guérison ou de conscience. Elle explore, archive après archive, ce qui permet au vivant de retrouver son unité, sans jamais abolir sa diversité. Non pas en effaçant les différences, mais en restaurant ce qui leur permet de vibrer ensemble. Il est important de noter que le gardien ne surgit pas d'un temple, ni d'une bibliothèque, ni du ciel. Il surgit de la lave elle-même, et ce détail est fondamental, comme si la connaissance la plus profonde ne provenait pas d'un monde séparé de la matière, mais du cœur même de la matière vivante. Le volcan devient alors beaucoup plus qu'un décor. Il représente cette immense énergie originelle, capable de détruire autant que de créer, et la lave brûle, mais c'est aussi elle qui façonne les continents. Elle transforme sans cesse la Terre en lui donnant une forme nouvelle. Et je me demande si ce n'est pas exactement ce que raconte cette archive. Les blessures ne seraient plus une énergie étrangère à combattre, elles seraient au contraire une énergie primaire, première, qui, lorsqu'elle retrouve sa juste circulation, cesse de consumer pour devenir créatrice. Le gardien du feu ne serait alors pas le gardien des blessures, il serait le gardien de la puissance même de la transformation. Il existe des questions qui cherchent une réponse. Et puis, il en existe d'autres qui cherchent simplement un retour. Peut-être que celle-ci faisait partie de ces dernières. Et peut-être que, depuis le début, depuis le commencement, ce retour n'avait jamais eu pour destination un lieu, mais un état d'être. Celui où rien n'a besoin d'être séparé pour exister. Et où tout peut enfin entrer en résonance.